On va donc pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Et je réitère, n'hésitez pas à vous rapprocher et à vous mettre sur les rangs de devant. Ça facilitera d'autant plus les échanges pour la suite. Et sans plus tarder, puisque nous sommes sur l'atelier dédié aux enjeux climatiques de ces rencontres annuelles des collectivités territoriales et de l'action internationale des collectivités territoriales, je laisse à Léonore Monconduit, présidente de la mission climat à Cités Unies France et maire de Poitiers, lancer et présider cet atelier. Merci beaucoup David Pierre, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi cet atelier pour cet après-midi des RAICT. Alors, comme ça a été dit, je suis aujourd'hui présidente de la mission climat. C'est une mission que nous avons lancée en 2021, qui aurait tout intérêt, me semble-t-il, pour la suite, à s'enrichir d'un volet biodiversité. Mais bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une mission climat qui est encore une jeune mission au sein de Cités Unies France. Et cette mission climat s'est donné plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, c'est pas forcément hiérarchique, enfin je le dis pas forcément dans un ordre, dans un classement, mais c'est de pouvoir porter le plaidoyer des collectivités pour l'engagement climatique à travers leur action internationale, et notamment ce qui nous a conduit à porter la parole des collectivités dans des grands rendez-vous que sont les COP par exemple. Et donc, par exemple, j'ai eu l'occasion de porter la voix des gouvernements locaux à la COP26. Et pourquoi je cite cet exemple, c'est parce que c'est un événement qui a compté pour moi, mais c'est aussi le slogan de cette COP, c'était « Keep 1.5 alive ». Donc, gardons vivant l'objectif des 1,5 degrés en plus. Eh bien, il y a quelques jours, il a été confirmé que cet objectif est aujourd'hui inatteignable. Ce qui renforce l'importance pour nous de porter ce plaidoyer que nous avions porté à la COP et que nous ne cessons de porter de manière, à chaque fois que nous en avons l'occasion depuis, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, il est urgent plus que jamais agir autant que possible pour atténuer, donc limiter notre impact sur le changement climatique, mais aussi de plus en plus, et c'est ce qui nous concerne en particulier en tant que maire, d'adapter nos territoires au changement climatique qui arrive, parce que autant pour les enjeux d'atténuation, ce sont des enjeux éminemment globaux, on ne pourra y répondre qu'avec une mobilisation générale à l'échelle mondiale, autant pour l'adaptation, ça se décline de manière extrêmement territoriale. Ce sont les maires qui sont en première ligne face aux crises que nous connaissons déjà, qui sont directement liées au changement climatique. Et donc, pour faire en sorte que, et dernier élément qui est important pour moi et donc pour nous, c'est le fait de dire que cette transition écologique, et notamment à l'égard du climat, c'est une urgence absolue, et qu'aucun champ de politique publique ne doit en être exclu, et que souvent on peut avoir tendance à considérer que les politiques internationales sont un champ un petit peu à part, qui n'auraient pas leur mue à faire au regard des enjeux de transition écologique. Or, le premier message que nous avons apporté en tant que collectivité, c'est celui de l'exemplarité. Et donc, au-delà de la transition des projets que nous accompagnons ou que nous portons, il y a l'enjeu de faire en sorte que nos pratiques soient le plus exemplaires possible par rapport à nos engagements sur le climat. Donc, ce plaidoyer global et puis cet accompagnement à un changement de posture, c'est ce que nous déclinons dans les différents pans de notre mission climat. Donc, outre le plaidoyer qui est une partie seulement de l'action que nous conduisons avec les équipes de Cités Unies France, il y a le fait de faire un recensement et une veille de tout ce qui existe de bien dans les collectivités adhérentes de Cités Unies France, donc d'entretenir un petit peu une connaissance des projets vertueux et de participer à leur diffusion à travers les membres des Cités Unies France. Il y a le fait de nous former sur la connaissance de ces enjeux climatiques, mais aussi de nous former à travers les bonnes pratiques qui peuvent se développer ici ou là, et puis d'innover. Lorsque nous constatons un manque, un outil manquant, d'innover pour faire en sorte de mieux outiller les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette évolution de leur politique internationale au regard des enjeux climatiques. Et donc nous avons développé, avec le soutien de Cités Unies France, avec le soutien de l'AFD aussi, un outil sur la coopération décentralisée responsable, dont vous pouvez vous saisir. Je n'en ferai jamais assez la pub, pardon si ça fait 4 fois que vous l'entendez, mais c'est un outil qui vise vraiment à être une aide à la décision pour la conception de vos politiques publiques, et je le dis avec particulièrement de force aujourd'hui, puisque ce sont les dernières rencontres avant le renouvellement des mandats municipaux, et donc c'est maintenant que se fait le bilan et la conception des futures politiques, et donc c'est maintenant, me semble-t-il, que cet outil peut être particulièrement pertinent pour vous aider à choisir de nouveaux projets ou orienter les projets existants. Donc un outil d'aide à la décision pour voir la manière dont les projets que nous soutenons, que nous portons, peuvent contribuer à l'atténuation, l'adaptation et la résilience des territoires qui sont nos partenaires, toujours dans une logique autant que possible de réciprocité, parce que, et je terminerai là-dessus,
une autre conviction que nous portons, c'est qu'à l'heure du changement climatique, cette situation peut réellement nous amener à reconsidérer nos positions de partenariat avec les pays qui jusqu'à présent étaient considérés comme avant tout bénéficiaires de notre aide aujourd'hui. Et je le dis à grands traits, évidemment, nos pratiques ne se résument pas à ça, mais en tout cas aujourd'hui, certains pays qui sont nos partenaires sont en première ligne avant que nous le soyons de manière extrêmement forte du changement climatique. Je pense au Sahel, par exemple, où la désertification avance, etc. Et je suis persuadée que nous avons réellement à apprendre de nos territoires partenaires et de la manière dont ils s'adaptent déjà à des enjeux climatiques, à des crises liées au changement climatique ou à des évolutions lourdes que nous connaîtrons dans plusieurs années, même si tout ça n'est pas linéaire, évidemment. Mais en tout cas, travailler en réciprocité sur la manière dont on fait face à ces évolutions au regard du changement climatique, c'est une opportunité pour changer ou pour faire évoluer aussi nos postures de manière générale en matière de coopération décentralisée. Donc voilà pour les missions et la posture globale de la mission climat. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur, de manière générale, quelle action internationale des collectivités territoriales dans un climat transformé. Là, on ne parle plus d'un avenir incertain, mais on parle d'une réalité actuelle. Et nous avons tout un panel d'intervenants que David Pierre vous présentera ensuite, mais j'ai quand même, je suis extrêmement honorée que nous puissions accueillir Valérie Masson-Delmotte, qui nous fait l'immense honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons toujours à cœur de nous appuyer autant que possible, enfin de rappeler autant que possible que cette mobilisation pour le climat, elle s'appuie avant tout sur l'alerte que nous font les scientifiques depuis des décennies et sur la documentation qu'ils font des avancées concrètes du changement climatique et puis des perspectives selon différents scénarios. Et donc Valérie Masson-Delmotte, c'est l'une des plus éminentes scientifiques françaises, une paléoclimatologue, l'une des plus éminentes scientifiques françaises qui intervient dans des structures comme le GIEC ou le Haut Conseil pour le climat. Donc je n'en dirai pas plus puisque vous allez avoir sa présentation ensuite, mais en tout cas c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Donc je ne serai pas plus longue, mais je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et sans plus tarder, je vous présente très rapidement le programme de cet atelier. Le principe étant de profiter en effet de la présence de Valérie Masson-Delmotte pour remettre en contexte les enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain, la situation dans laquelle on est. C'est toujours bien de redémarrer avec ce rappel justement et d'être ancré dans les faits et dans les projections, aussi difficiles qu'elles puissent être vu les niveaux d'incertitude. Et ensuite, d'avoir un panel assez particulier, puisque nous n'avons pas de collectivité territoriale, autre bien sûr que Poitiers en présidence de l'atelier, mais au sein des panélistes, notamment parce qu'on espérait pouvoir faire un échange, mais notamment avec les principaux partenaires de l'action internationale des collectivités territoriales, que sont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les agences de l'eau, très en soutien également sur les enjeux d'eau, assainissement et gestion intégrée des ressources en eau, et l'Agence française de développement, pour justement explorer cette question de l'action internationale des collectivités territoriales au vu de ces enjeux criants et du besoin à la fois d'adapter l'action et de réfléchir à comment utiliser l'action pour s'adapter au mieux. Et donc, nous aurons, je les ai cités grossièrement, mais Valérie Masson-Delmotte, qui nous fera le plaisir de démarrer et qui, en effet, même si on ne vous présente plus, j'ai le plaisir de vous présenter quand même, mais vous êtes directrice de recherche au Centre d'énergie atomique, si je ne dis pas de bêtises, à l'Université Paris-Saclay et au sein de l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec lesquels des discussions démarrent et j'en suis vraiment ravi pour justement nourrir cette mission climat de ce point d'ancrage scientifique. Et vous avez en effet été coprésidente dans le cadre du 6e cycle du GIEC de l'édition des rapports, donc pour le groupe 1, si je ne dis pas de bêtises, donc sur les paramètres physico-chimiques de l'évolution du climat. Et vous êtes également, comme ça a été dit, consulté sur le Haut Conseil pour le climat, qui du coup, merci d'ailleurs encore une fois de votre disponibilité, puisque vous avez beaucoup travaillé sur les derniers temps, et une note vient tout juste de paraître. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à en dire un mot d'ailleurs. Mais nous aurons ensuite Jordan Barlemont, qui est expert climat au sein de la délégation des collectivités territoriales et de la société civile, donc de la DCT-CIV, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, partenaire très connu des collectivités territoriales, qui pourra aborder justement aussi ces questions et comment le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la DCT-CIV abordent ces enjeux à travers ces outils aujourd'hui et ces réflexions sur ces outils demain. Rémi Touron de l'Agence de l'Euro de Méditerranée-Corse,
et qui est chargé de mission, notamment sur les questions de coopération internationale. Et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse joue un rôle particulier au sein des discussions interagences, d'où l'intérêt de vous avoir Rhône-Méditerranée-Corse pour aussi donner un regard au nom des agences de l'eau engagées à l'international. Et Philippe Jachan, qui est directeur de la stratégie et prospective et relations institutionnelles au sein de l'Agence française de développement, qui nous permettra aussi de voir comment est-ce que l'AFD, à travers cette direction, envisage l'évolution de l'aide publique au développement ou des investissements solidaires et durables, toute cette évolution de paradigme au vu du paradigme planétaire qui lui-même change. Donc voilà pour la présentation des panélistes, et j'ai maintenant en effet le plaisir de vous donner la parole. Madame Masson-Delmotte, je vous donne la petite télécommande, puisqu'il y a quelques slides à présenter. Merci beaucoup. Oui, merci. Et donc j'interviens comme scientifique du climat. Et moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que comme scientifique, il y a eu en fait une phase d'alerte. Et les premiers éléments de compréhension de l'influence humaine sur le climat, ils remontent aux années 70-80. Et la trajectoire d'évolution du climat, les changements observés depuis, sont cohérents avec ce qui était attendu, même si nos connaissances depuis, nos outils de modélisation se sont affinés. Pour moi, on n'est plus dans la phase d'alerte, on est dans la phase de co-construction. Et c'est pour cela que vous avez parlé du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts climat, mis en place depuis les années 90, pour lesquels chaque rapport, c'est une co-construction en réalité, où on va écouter les besoins de connaissances exprimés par les représentants de tous les pays et évaluer l'état des connaissances pertinents pour éclairer des politiques publiques de manière neutre, rigoureuse. Et c'est une co-construction, puisqu'à la fin, les rapports sont endossés par les représentants de tous les pays qui participent à la relecture, à la distillation des conclusions. Cette co-construction, elle s'élargit, elle se poursuit notamment dans le cadre des groupes régionaux d'experts climat, donc le GREC francilien pour la ville de Paris ou la région Île-de-France. Et dans mon centre de recherche, l'Institut Pierre-Simon Laplace, je pilote un centre climat-société parce que nous avons besoin de mieux interroger les sciences du climat, les faire avancer pour répondre aux besoins de différents acteurs de la société. Et nous avons également un travail de sciences au sud avec des coopérations scientifiques nombreuses, notamment à travers les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement qui sont présents dans notre fédération de recherche. Alors, si on fait le point par rapport à 10 ans après l'accord de Paris sur l'évolution du climat, je pense que la situation actuelle, le titre du rapport du Haut Conseil pour le climat de cette année, publié cette semaine, hier d'ailleurs, est très clair. Besoin d'un sursaut pour relancer l'action climatique face à l'aggravation des impacts et l'affaiblissement du pilotage. Et c'est ce que l'on observe au niveau international, c'est-à-dire un creux dans le cap commun international et en même temps une aggravation des impacts. Alors si on regarde la cause de l'accumulation de chaleur dans le système climatique, que sont les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, vous avez là l'estimation la plus récente. Cela fait partie des indicateurs clés de l'influence humaine sur le climat. Tout est exprimé en équivalent CO2, ce qui est une façon de comparer les différents gaz à effet de serre. Donc vous voyez que depuis 10 ans de l'accord de Paris, on a en fait une action pour le climat qui est montée en puissance. Sur plus de 20 ans, il y a déjà 24 pays qui, dans la durée, ont fait diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Typiquement en Europe depuis les années 90. Aux États-Unis, le pic était en 2005. Depuis 2015, l'accord de Paris, il y a plus de 100 pays dont les émissions ont baissé. Alors parfois de manière conjoncturelle, et plus de 100 pays qui ont découplé leur PIB de leurs émissions de gaz à effet de serre, et plus de 100 pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone. Au niveau mondial, donc, ce qui pèse le plus sur l'accumulation de chaleur dans le climat, c'est les émissions de dioxyde de carbone, notamment liées aux énergies fossiles et à la déforestation. Ralentissement des émissions de CO2 liées à la déforestation sur les derniers 10 ans. Ralentissement de la hausse des émissions de CO2 fossiles dans le monde. Pourquoi ? Progrès d'efficacité énergétique et montée en puissance de la production d'électricité, notamment renouvelable. Parmi les points importants à souligner, ce n'est pas sur cette figure, depuis 1 an, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine n'augmentent plus, donc c'est la première fois, parce qu'il y a la capacité à répondre à la demande en installant rapidement une capacité d'électricité bas carbone, et donc sans avoir besoin de recourir
à une surcapacité thermique qui est présente. Et également en Chine, l'électrification des véhicules qui abat de la demande en pétrole de manière nette. Alors, si on regarde au niveau mondial sur tous les gaz à effet de serre, les énergies fossiles, c'est 70% des émissions. Le système alimentaire, il pèse assez lourdement. Le système alimentaire qui comprend des énergies fossiles, c'est environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et puis, il est aussi vulnérable par rapport au choc lié à un climat qui change sur la capacité de pêche et sur la production alimentaire également. Ce que je veux également mentionner, c'est bien sûr les inégales responsabilités. Donc, d'un point de vue historique, qui a pesé le plus? En premier, les États-Unis. Et ensuite, quasiment au même niveau maintenant, la Chine et l'Union européenne. Et si on regarde les pays les moins avancés, ils ne représentent que finalement 6% du réchauffement à ce jour par leurs émissions historiques de gaz à effet de serre. Donc bien sûr, les enjeux de justice climatique sont majeurs. Et on peut également montrer, donc cette fois-ci non pas en regardant les émissions mais le réchauffement, quels sont les facteurs qui pèsent le plus. Donc vous avez là, d'une année à l'autre, depuis 1850, sur la base de toutes les estimations d'observation disponibles, en gris, les fluctuations de température d'une année à l'autre observées. Et ensuite, en rouge, vous avez le réchauffement qu'on peut attribuer comme conséquence des activités humaines. Les autres facteurs qui jouent sont l'activité des volcans de temps en temps, les petites fluctuations d'activité solaire, ça n'explique absolument pas l'accumulation de chaleur. Et en plus de l'accumulation de chaleur qui est la conséquence des activités humaines, d'une année à l'autre, ce sont les variabilités spontanées de l'océan, de l'atmosphère. Donc en 2023-2024, un événement El Niño dans les régions tropicales, ça fait un surplus de réchauffement, une configuration chaude également dans l'océan Atlantique Nord. Et donc la variabilité naturelle du climat, elle a modulé en plus à la hausse la tendance au réchauffement due aux activités humaines. Alors, donc pour la première année en 2024, le niveau de température planétaire pour une année a dépassé 1,5 degré, c'est la première fois. Mais le réchauffement qu'on peut attribuer à l'influence humaine, si on le regarde sur les derniers 10 ans, c'est 1,2 degré observé, intégralement expliqué par les conséquences des activités humaines. Et si on va jusque 2024, c'est ce qui est présenté là, on est dans un monde 1,36 degré plus chaud du fait des activités humaines. Et dans ce monde 1,36 degré plus chaud, chaque année, on a une chance sur 6 que la température dépasse 1,5 degré. Et quand on a un événement El Niño et un océan Atlantique plus chaud, c'est une chance sur 2. Donc c'est une année banale dans ce monde qui se réchauffe. Après, donc, on peut simplement extrapoler le rythme récent du réchauffement dû aux activités humaines. On peut tenir compte des promesses faites par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, imaginer qu'elles se réalisent. Et dans les deux cas, on voit que la marge de manœuvre pour contenir le réchauffement sous 1,5 degré, elle sera épuisée en quelques années. Donc on s'attend à atteindre ce niveau de réchauffement vers 2030. Et ça veut dire qu'une année sur deux, à ce moment-là, sera plus chaude qu'1,5 degré par la variabilité qui se superpose à cette tendance. Alors je ne le montre pas là, mais ce que l'on voit, donc, c'est chaque incrément de réchauffement en plus au niveau mondial, c'est un réchauffement plus fort sur les continents qu'au-dessus de l'océan. La partie Méditerranée-Europe, c'est la région du monde qui se réchauffe le plus, avec un couplage assèchement, vagues de chaleur plus fréquentes. Donc, directement, avec ce niveau de réchauffement planétaire, on dope les extrêmes chauds, leur fréquence, leur intensité, la saison concernée. On dope les sécheresses agricoles parce qu'on vide les sols plus vite de leur humidité quand il n'y a pas de précipitation dans un climat plus chaud. Et on dope les pluies extrêmes parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc ce que l'on observe, c'est aussi un cycle de l'eau qui est plus intense et plus variable comme conséquence directe de ce réchauffement, avec une aggravation des impacts, donc chaleur, santé, productivité au travail, rendement agricole, baisse de potentiel de prise de pêche, notamment dans les régions tropicales, dégradation d'écosystèmes, coraux, 4e épisode de blanchissement des coraux, forêt, ça sape en fait la croissance des arbres, augmentation de la mortalité des incendies de forêt. Ça touche à l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire qui est fragilisée. Et bien sûr, on n'est pas non plus égaux devant ces impacts. Et je rappelle qu'il y a 3,5 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables, dont les revenus dépendent en fait de la production alimentaire ou de la pêche, ou du travail dans les forêts, et qui sont plus directement affectés. Alors, un aspect que je voulais souligner, c'est aussi les effets, pas simplement immédiats, mais à plus long terme,
liés à chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Donc, par le rejet de gaz à effet de serre, on piège de la chaleur. Le gros de la chaleur rentre dans l'océan, 90%, et une partie fait fondre les glaces continentales, glaciers, Groenland, Antarctique, ce qui contribue à la montée du niveau de la mer, encore même plus que le réchauffement de l'océan maintenant. Donc une conséquence directe de nos activités, c'est la montée du niveau de la mer, qui a monté d'à peu près 23 cm depuis 1900, dont le rythme accélère, c'est plus de 4 mm par an maintenant. On a déjà acté plus d'1 mètre de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles, mais le moment où ce mètre de niveau de la mer sera atteint va dépendre en fait des émissions de gaz à effet de serre à venir, donc on peut le retarder ou l'accélérer en fonction du réchauffement à venir. Et on commence à en voir les effets, donc inondations chroniques à marée haute, record de niveau marin lors des tempêtes, intrusion d'eau salée, et puis érosion des côtes sableuses, avec, pareil, 1 milliard de personnes, notamment dans les villes littorales, très exposées à la montée du niveau de la mer, qui pose vraiment de manière aiguë la question de la capacité d'anticipation, en fait, avec des enjeux majeurs d'aménagement. Alors, si l'on regarde les enjeux vis-à-vis des risques climatiques, on a bien sûr tous les enjeux de résilience, de gestion de risque, d'adaptation dans tous les contextes, mais on a aussi cet enjeu, en fait, pour se donner plus de marge de manœuvre, plus de levier d'action d'adaptation, de limiter l'ampleur du réchauffement. C'est vraiment une des conditions clés pour parvenir à limiter les risques climatiques. Et donc cette figure, elle montre en fait donc, les projections sur la base des politiques publiques déjà mises en œuvre dans le monde, en noir. Donc cette extrapolation-là, c'est des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui stagnent. En fait, elles baissent dans certains pays, elles montent dans d'autres pays, donc elles stagnent au niveau mondial quelques décennies. Et sur quelle trajectoire de réchauffement ça nous mettrait? La meilleure estimation, c'est autour de 3 degrés vers 2100. Mais on a quand même 40% de chances que ça dépasse 3 degrés, simplement sur la base des politiques publiques actuelles. Si les promesses faites dans le cadre de l'accord de Paris se réalisent, conditionnelles ou non conditionnelles, on pourrait aller vers 2,6 degrés de réchauffement d'ici à 2100. Si les promesses de neutralité carbone étaient tenues, c'est-à-dire que l'action à court terme le rend possible à moyen terme, on peut encore contenir le réchauffement sous 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle. Et donc on voit l'interaction entre les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre maintenant et les implications sur le réchauffement à venir, sachant que si on baisse fortement les émissions, donc si on atteint un pic mondial et une baisse nette, on voit en 20 ans une stabilisation, une baisse du rythme de réchauffement. Mais la condition clé pour que le réchauffement s'arrête, c'est la neutralité carbone, 0 émission nette de dioxyde de carbone dans le monde. Alors les villes jouent un rôle clé, et d'ailleurs le prochain rapport du GIEC qui est en cours de préparation va porter sur les villes et le changement climatique. Les villes ayant d'ailleurs les capacités bien davantage qu'à l'échelle nationale d'articuler finalement adaptation, résilience, action dans le secteur de l'aménagement, de la forme des villes, des bâtiments, des transports, de l'économie circulaire, pour intégrer en fait décarbonation et adaptation et soutenabilité. On est également sur des enjeux diplomatiques importants, donc vous n'êtes pas sans avoir observé la position américaine. Donc par rapport à cette action pour le climat qui est montée en puissance, par rapport aux capacités à agir qui sont là l'année dernière dans le monde, 2 fois plus d'investissements dans les renouvelables que dans les fossiles. On a dans tous les secteurs d'activité une capacité à agir. Et les acteurs qui sont le dos au mur, qui ne sauront pas se transformer, notamment le secteur des énergies fossiles, sont prêts à tout, en fait, pour retarder la régulation environnementale. Et donc, on voit des effets corrupteurs, en fait, partout. De la même manière que, on le sait, 2/3 du réchauffement dans le monde, depuis 1990, sont dus aux personnes les plus aisées, les 10% les plus aisés dans le monde, 1/5 aux 1% des personnes les plus aisées. Et dans les démocraties, à chaque fois, ce qui freine l'action pour le climat, c'est l'effet corrupteur des énergies fossiles, d'une part, et d'autre part, c'est le choix de personnes très aisées d'exercer une influence disproportionnée, hostile à la régulation environnementale. Et ça se cristallise aux États-Unis avec la mise en œuvre du projet 2025, qui se traduit par l'arrêt de l'aide au développement, donc qui touche de plein fouet les plus fragiles, avec un soutien aux approches énergivores, aux énergies fossiles, une volonté de dérégulation environnementale brutale, et dans mon domaine, une attaque inédite dans le monde sur la production de connaissances
parce que c'est la pierre angulaire du droit de l'environnement. Suivre les espèces protégées pour lutter contre la dégradation de la qualité de l'eau, c'est le fondement du droit de l'environnement pour l'eau. Les liens santé-climat, santé-pollution atmosphérique, c'est la base de l'encadrement en fait, des polluants, des gaz à effet de serre pour le bien-être et la santé. Et donc, en ce moment, aux États-Unis, le nouveau budget américain, c'est 0 financement pour le volet de recherche sur le climat des agences fédérales, l'Agence de protection de l'environnement, la NASA, l'Agence Océan-Atmosphère. Les effets vont être catastrophiques sur la capacité mondiale de suivi de l'état du climat et la mise à disposition des connaissances, puisqu'on a censure, purge et coupe de financement. Donc, plus que jamais, on est sur des enjeux en fait de diplomatie scientifique, diplomatie sans le gouvernement fédéral américain par rapport à des enjeux partagés. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est dans le cadre du groupe de travail entre les académies des sciences, le S20 qui est l'équivalent du G20 de coopération scientifique. L'Afrique du Sud, elle porte une réflexion auquel on contribue via l'Académie des sciences françaises sur les enjeux climat, bien-être et santé, qui en fait sont des enjeux importants de soutenabilité, qui demandent à être abordés conjointement. L'action pour le climat, ça n'est pas pour le climat, c'est une action pour le bien-être, pour la prospérité économique et pour la santé. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est agir maintenant, c'est éviter, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, d'exposer de manière disproportionnée les jeunes générations d'aujourd'hui à une augmentation de la fréquence des extrêmes chauds, des sécheresses, des incendies de forêt, des vagues de chaleur, des pluies intenses, des cyclones tropicaux de forte intensité, des pertes de rendement agricole, une exposition pour les générations nées en 2020, qui de toute manière va être disproportionnée par rapport aux générations nées en 1990, nées en 1960. Mais limiter le réchauffement non pas à 3 degrés, mais à 2 degrés et le plus bas possible, ça peut permettre en fait de les protéger en réduisant cette exposition-là. Et je pense que ça peut faire partie des choses aussi qui nous relient dans un contexte où on voit qu'il y a une tentation de cliver de plus en plus. Merci. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, pour cette remise en contexte en effet et la mise en exergue de ces enjeux qui touchent clairement aussi, je pense en termes de vocabulaire, l'action des territoires. Vous avez parlé de diplomatie, on a beaucoup parlé de diplomatie des territoires justement, c'est-à-dire comment ces enjeux sont saisis par les collectivités territoriales à l'international, en dehors des frontières, et en touchant de l'intersectoriel, avec cette approche autant que possible intergénérationnelle aussi. Ça a parlé jeunesse tout à l'heure, etc. Donc merci beaucoup. J'appelle maintenant les 3 panélistes qui vont venir sur la base de cette mise en contexte, de cette base de connaissances, participer au décryptage du point de vue de 3 partenaires clés de l'action internationale des collectivités territoriales, de la diplomatie des territoires. Comment est-ce que les choses se font aujourd'hui, comment elles se préparent aujourd'hui pour demain, du fait de ce contexte. Monsieur Jordan Barlemont, Monsieur Rémi Touron, Monsieur Philippe Jachan, je vous invite à prendre place. Il n'y aura pas d'autres présentations, sachant que le principe va être un tour de parole avec l'objet, et là-dessus il ne faudra vraiment pas hésiter, je vous y invite, l'objet de permettre aussi vos questions, parce que les collectivités territoriales, outre, encore une fois, Madame le maire, ne sont pas sur l'estrade, ce sont vous. N'hésitez pas à profiter de ce moment, à vous saisir de ce moment aussi pour ce temps d'échange-là. Merci beaucoup. Oups, c'est la 3e fois. Et voilà. Et sur ce, je démarre avec Jordan Barlemont, expert climat de la DCT-CIV au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour démarrer avec une question très simple sur la base de ce constat, on va dire d'urgence aussi, des outils qui sont aujourd'hui mis en œuvre par le ministère, mais aussi des outils qui aujourd'hui visent à préparer demain, du fait de l'accélération de ces enjeux et de leur surimposition au présent. Merci. Merci beaucoup David Pierre. Bonjour à toutes et tous. Alors, je me présente, je m'appelle Jordan Barlemont et je représente le pôle collectivité territoriale de la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, qu'on appelle aussi la DCT-CIV. Au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la DCT-CIV est donc le principal interlocuteur des collectivités territoriales françaises pour tout ce qui concerne la coopération décentralisée qu'elle cofinance au titre de l'État.
Et donc, ça a été rappelé en propos introductifs, hein, à l'heure où les territoires font véritablement face à des défis sans précédent, que ce soit en matière d'adaptation et d'atténuation, eh bien, la coopération décentralisée paraît être en tout cas un véritable outil de réponse à la crise climatique. Et je dirais même que qu'elle incarne une forme de diplomatie démultipliée qui est évidemment qui est déployée par des collectivités territoriales qui sont ancrées dans des réalités locales. Et donc, pour accompagner cette coopération décentralisée, eh bien, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV, il met à disposition des collectivités territoriales françaises un certain nombre d'outils qui sont assez variés. Et donc, c'est un petit peu ces différents outils que je vais présenter maintenant. Premièrement, au moyen du programme Expect, il contribue à faire rayonner l'expertise des collectivités territoriales françaises et à promouvoir à l'étranger leurs solutions de politique publique. Alors sans rentrer dans les détails, hein, le programme Expect, en fait, c'est un programme qui, d'une part, permet de labelliser les collectivités territoriales sur la base d'une expertise donnée qui leur est reconnue, et qui, d'autre part, permet ensuite de prendre en charge financièrement des missions exploratoires à l'étranger. Et donc, par exemple, en 2024, le programme Expect a permis la prise en charge d'une mission exploratoire qui a été portée par la collectivité de Corse avec le Maroc en partenaire. Alors, vous le savez, hein, le changement climatique, il touche très fortement la Corse, avec en particulier des tensions hydriques qui sont extrêmement marquées. Le Maroc, de son côté, a également un climat qui est encore plus extrême et subit des conséquences qui sont encore plus marquées. Donc, cette mission, elle a permis à la collectivité de Corse de prendre attache d'une agence de bassin hydraulique marocaine pour monter une mission Expect, et elle a permis aux deux partenaires justement de non seulement identifier des solutions pertinentes pour faire face à la situation, et elle a permis également, à contrario, justement, d'écarter des solutions techniques qui, jusqu'alors, n'avaient pas véritablement porté leurs fruits. Donc ça, c'est un premier outil, c'est le programme Expect qu'on met à disposition des collectivités territoriales, qui n'est effectivement pas propre aux enjeux climatiques, mais qui peut tout à fait être utilisé pour cela. Deuxièmement, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV, il lance aussi annuellement des appels à projets. Alors des appels à projets qui sont géographiques et thématiques, et qui, comme leur nom l'indique, répondre à des priorités qui sont à la fois géographiques et sectorielles. Au titre de l'année 2025, par exemple, on a lancé 6 appels à projets géographiques avec l'Arménie, avec le Liban, avec le Maroc, avec les territoires palestiniens, avec le Sénégal et également avec l'Ukraine. Et donc, pour la plupart de ces pays, on travaille dans un cadre bilatéral qui nous permet de renforcer évidemment la relation diplomatique et qui, en plus de ça, dans certains cas, nous permet de démultiplier, disons, les cofinancements. 3 appels à projets thématiques ont également été lancés au titre de l'année 2025. Un appel à projet sur le patrimoine, le sport et sur l'aménagement durable du littoral. Et donc justement, un mot peut-être spécifique sur cet appel à projet aménagement durable du littoral. Alors j'en ai parlé il y a quelques instants lors du café qui a été organisé par la DCT-CIV. C'est un appel à projet qui a en fait été officialisé le samedi 7 juin dernier à Nice, au moment du sommet des villes et des régions côtières, qui a été organisé en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3. C'est un appel à projet qui va en particulier nous permettre de cofinancer des projets de coopération décentralisée qui, entre collectivités territoriales françaises et étrangères littorales, pour justement proposer des adaptations en matière de littoraux et de préservation des espaces côtiers. Donc un appel à projet thématique qui est véritablement ancré dans le sujet d'aujourd'hui. Et donc, juste pour information, en complément de ces différents appels à projets thématiques et géographiques, on a aussi des appels à projets dits généralistes. Un qui est directement ouvert aux collectivités territoriales françaises, l'autre ouvert aux associations de collectivités territoriales françaises, et c'est très souvent un outil qui est aussi utilisé justement pour répondre à des enjeux de changement climatique. Troisième point, troisième outil, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV fait aussi parfois, soutenir certains réseaux et certains partenaires qui sont à l'origine d'actions extérieures structurantes et spécifiques. Et donc, par exemple, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV a déjà soutenu ou soutient toujours un certain nombre de partenaires. J'en cite juste quelques-uns parce que je pense que ce sont des bons représentants du sujet. Par exemple, la Fédération des agences nationales d'urbanisme, qui est engagée avec les agences d'urbanisme pour des projets de coopération décentralisée qui visent vraiment à planifier et à concevoir des espaces urbains qui favorisent l'adaptation au changement climatique.
On a soutenu également l'Agence des villes et des territoires méditerranéens durables, l'AVITEM, qui est, à travers en tout cas son appui au développement durable et résilient des territoires méditerranéens. Le réseau des grands sites de France, qui accompagne les sites membres dans leurs projets de coopération décentralisée. Le programme Solidarité Eau, qui assure le suivi des actions menées par les acteurs français en matière de coopération décentralisée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et peut-être un autre exemple, la Fédération des parcs naturels régionaux de France également, qui, à travers des actions internationales, vise en particulier à améliorer la protection de l'environnement des parcs et des territoires qui partagent justement les mêmes valeurs à l'échelle internationale, à l'étranger. Donc ça, c'est sur la partie outils. Au-delà de ces différents outils, on a également, il me paraît important de rappeler que le rôle des collectivités territoriales françaises en matière de diplomatie internationale, c'est aussi un rôle qui est essentiel et c'est un rôle aussi qui est très régulièrement souligné par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment lorsqu'il se déplace en région. Frédéric Chollet, le délégué pour les collectivités territoriales et la société civile, l'a également rappelé dans ses propos ce matin. Le ministre indique très souvent que les collectivités territoriales, ce sont aussi les premiers partenaires du ministère et qu'à travers leurs actions, les administrés vont vraiment pouvoir toucher du doigt les impacts concrets de la coopération internationale. Donc c'est quand même un point important. Et pour intégrer justement du mieux possible les collectivités territoriales françaises comme étant des partenaires de la diplomatie française, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV, il a vraiment à cœur de s'efforcer à associer du mieux possible les élus locaux, les collectivités territoriales, notamment dans les grandes conférences internationales. On l'a fait cette année notamment pour le sommet sur la nutrition qui s'est tenu à Paris au mois de mars dernier. C'est un sommet qui en fait vise à renforcer l'engagement de la communauté mondiale dans la lutte contre toutes les formes de malnutrition. On a justement, lors de cet événement, organisé une table ronde qui a permis d'explorer comment les collectivités territoriales peuvent, exporter à l'international leur savoir-faire en matière de sécurité alimentaire. On l'a fait également sur le sommet des villes et des régions côtières, j'en ai parlé il y a quelques instants, qui s'est tenu le 7 juin dernier à Nice. Un sommet qui a été passé sous la coordination de la ville de Nice et de la plateforme Océan et Climat, la POC, avec évidemment le soutien des gouvernements français et du Costa Rica. Et donc c'est un événement important puisqu'il a permis d'officialiser le lancement d'une coalition qui vise à unir les forces des villes et des régions côtières pour faire face justement à l'élévation du niveau de la mer ou encore à d'autres impacts qui sont directement liés au changement climatique. Donc tout ça, c'est un travail, d'intégration et d'implication des collectivités territoriales qu'on va devoir poursuivre, qu'on va devoir dupliquer, notamment au travers des prochaines autres échéances diplomatiques à venir. Alors je citerai évidemment la prochaine conférence des parties sur les changements climatiques qui aura lieu en novembre prochain à Belém au Brésil. On pourrait aussi citer d'autres événements importants comme la COP17 sur la biodiversité qui aura lieu prochainement en Arménie. Et c'est d'ailleurs sur ce point un véritable souhait qui a été marqué lors des assises franco-arméniennes du mois de juin dernier. Alors juste pour conclure, moi je relève peut-être quelques messages à retenir, 3 messages importants. Celui qui est déjà premier point, les projets de coopération décentralisée, ce sont des projets qui peuvent parfaitement produire des résultats concrets en réponse au changement climatique, le premier point important. Un deuxième point, celui que les collectivités territoriales peuvent faire, entre guillemets, réseau à l'échelle internationale pour porter une voix forte lors des négociations internationales. Et troisième et dernier point, celui que, le pôle collectivité territoriale de la DCT-CIV met déjà d'une part à disposition des collectivités un certain nombre d'outils pour qu'elles puissent justement répondre à ces problématiques. Des outils qui me paraissent être, mes collègues en parleront, je pense, complémentaires d'autres outils que sont l'outil d'école porté par CUF ou encore la FICOL portée par l'Agence française de développement. La DCT-CIV se tient également à disposition pour évidemment accompagner et conseiller les collectivités territoriales dans cette approche. Et elle peut aussi tout à fait se faire l'écho, ou en tout cas servir de relais d'un certain nombre d'engagements locaux qui sont malgré tout très importants, qui utilisent justement l'action extérieure comme étant un vecteur de solution. Et là, j'en profite par exemple pour saluer la ville de Marseille qui a adopté en avril dernier une déclaration de Marseille qui vise à renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique sur l'adaptation au changement climatique. On peut saluer aussi l'outil qui a été mentionné par Madame la Présidente tout à l'heure, qui a été développé par la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui
permet justement d'évaluer l'impact, l'impact carbone des projets de coopération décentralisée. Donc autant d'initiatives très importantes aussi pour nous qu'on peut tout à fait valoriser. Voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous. Alors, je ne sais pas si un temps peut-être de questions-réponses. Je me tiens disponible pour répondre à vos questions, mais je me tiens aussi à votre écoute pour éventuellement recueillir vos propositions sur peut-être imaginer des outils un petit peu nouveaux qui répondent encore davantage à ces questions de changement climatique et imaginer éventuellement d'autres perspectives ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Parlement. Intéressant de voir justement les outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et je crois qu'une des leçons de l'année, c'était la flexibilité des outils comme les appels à projets. Et avec le focus sur les océans cette année, ça a amené justement la création de cet appel à projets dédié aux enjeux océaniques et enjeux littoraux. Donc je trouve ça intéressant, cet appel peut-être à faire remonter s'il y a d'autres thématiques, s'il y a d'autres besoins. Pour s'appuyer sur cette flexibilité, ça paraît intéressant. Est-ce qu'il y aurait une question, une main levée? Ah, j'en vois une. Donc on va en profiter sur ces petits temps de questions-réponses. Et après, on passera aux autres intervenants. Merci. Bonjour, Arthur Berthet, Grand Châtellerault. Justement, je me permets tout de suite de rebondir sur les appels à projets. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas, sur cette question sur la création de cet appel à projet Océan, je trouve très intéressant, même si nous, on n'a pas de côte à côté, ni nos partenaires. Est-ce que ça ne permettrait pas justement d'entamer une réflexion sur les appels à projets thématiques pour justement aller vers un appel à projet climat et biodiversité qui pourrait être vachement intéressant, plus inclusif que celui océanique, qui je pense peut intéresser beaucoup de collectivités. Quand on voit les projets qui sont déposés sur le généraliste, sur les FICOL et sur les fonds européens, nous ça fait 20 ans que par exemple avec notre collectivité burkinabé on travaille beaucoup sur les sujets environnementaux. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et par ailleurs sur l'outil dont on a été testeur pour Grand Poitiers, est-ce que ça peut pas être aussi, on y avait pensé avec l'AFD à un moment donné, mais aussi pour le ministère, être un outil qui permet en fait de concevoir le projet directement sur vos plateformes et au lieu de répondre, dire bah oui on respecte tel ODD, etc. sur les sujets environnementaux, que ça permette de pouvoir utiliser cet outil pour concevoir des projets qui à la base, quel que soit le type de projet, que ce soit un projet vraiment sur des thématiques environnementales ou pas, pouvoir en fait voilà tout simplement calculer son bilan carbone de projet à partir de là. Tout à fait. Merci beaucoup. Oh, oui, c'est bon. Pour répondre à votre première question, effectivement, on a fait le choix de lancer un appel à projet thématique cette année qui s'inscrivait véritablement dans une échéance diplomatique assez importante qui est celle de l'UNOC et du sommet des villes et des régions côtières. C'était aussi pour marquer un petit peu le rôle important des collectivités territoriales françaises dans ces grandes échéances internationales. On peut tout à fait imaginer un appel à projet un petit peu plus global sur des questions de climat et de biodiversité. Mais vous l'avez souligné aussi, effectivement, l'objet aussi de l'appel à projet généraliste, c'est de pouvoir s'intégrer tout à fait dans le dispositif, même si effectivement on n'est pas forcément sur cette voie d'entrée prioritaire, mais on est tout à fait ouvert à la réflexion, même si je ne vous apprends rien en disant qu'on a largement aussi réduit notre nombre d'appels à projets cette année au regard des conditions financières qui ne sont pas forcément évidentes, mais effectivement on peut tout à fait y réfléchir. Et sur le deuxième point, on a eu quelques échanges justement avec UF sur ce fameux outil qui s'intéresse justement au bilan carbone des projets de coopération décentralisée. C'est un outil qui est peut-être pas encore tout à fait finalisé de ce que j'ai compris, mais en tout cas, s'il y a un moment on doit imaginer pouvoir l'intégrer éventuellement sous une phase de test ou que sais-je, on peut tout à fait en discuter. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir cette visibilité-là sur les différents projets, puisque c'est une question qui revient souvent, en fait, l'impact carbone d'un projet de coopération décentralisée. Est-ce que je prends l'avion ou non? C'est quand même des sujets qui sont assez essentiels et pour lesquels les réponses sont quand même assez compliquées aussi. Merci beaucoup, à la fois pour la question et à la fois pour les éléments de réponse qui permettent de poursuivre les réflexions, certaines qui sont en effet déjà engagées. Et on voit que c'est des sujets qui reviennent dans ces ateliers, l'outil préexistant, la manière de s'en saisir et comment les diffuser et s'en saisir au mieux. Je passe maintenant à un autre intervenant. Alors, c'est vrai que je n'avais pas passé mes slides, mais Rémi Touron, pour continuer dans un regard
technique à la fois parce que les agences de l'eau sont très en soutien des coopérations décentralisées et à travers notamment grâce à l'instrument du 1% qui avait permis ce focus et l'arrivée de financements dédiés aux enjeux d'eau et maintenant aussi bon, c'est parce que j'ai les agences de l'eau, mais les dispositifs 1% s'est étendu aux questions déchets, transport et énergie. Mais l'intérêt de vous avoir, Rémi Touron, chargé de mission aux questions de coopération internationale au sein de l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, c'est justement d'avoir le regard de l'agence de l'eau ou des agences de l'eau sur cette action internationale par rapport à vos missions. Qu'est-ce qu'elle permet en quelque sorte, comment ça nourrit vos missions, comment vous vous appuyez sur cette action internationale pour en fait répondre aussi à vos enjeux, aux enjeux des bassins, aux enjeux de durabilité des services d'eau sur les territoires. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Je vais essayer de vous ouvrir des réflexions sur ces sujets-là. Peut-être d'abord pour répondre à la première question, qui est ce lien avec ce bouleversement climatique qui nous frappe. Dire qu'en tant qu'agent de l'agence de l'eau, j'ai le sentiment, mais j'ai peut-être un certain prisme de lecture, que l'eau, c'est un des premiers indicateurs que l'on suit sur le changement climatique. D'abord parce que les populations y sont sensibles, parce que en fait, l'impact du changement climatique sur l'eau, c'est des sécheresses, des inondations, donc c'est systématiquement des choses qui concernent la vie des gens au plus près, avec un impact matériel, un impact sur la vie humaine aussi, donc une attention toute particulière. Et puis, aussi parce que, techniquement, madame, je ne me risquerai pas dans des choses trop compliquées, parce que vous êtes à côté et que vous faites ça très bien. Mais un des premiers impacts que l'on a du changement climatique, c'est le dessèchement des sols. Et du coup, cet impact-là, il va avoir des répercussions sur toutes nos habitudes de gestion des ressources en eau. Et donc, on est avec l'eau au cœur des sujets, au cœur de la problématique, et vraiment, on va se poser des questions, on doit se poser des questions sur la résilience que l'on doit mettre en place pour faciliter notre adaptation au changement climatique. Alors, les agences de l'eau, peut-être commençons par ça. 6 établissements publics qui dépendent du ministère de la Transition écologique, qui ont été mis en place pour gérer l'eau en métropole selon les grands bassins hydrographiques. Donc moi, je suis rattaché à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, donc le territoire est compris dans le titre, j'allais dire, mais le grand bassin du Rhône entre Belfort et Castellodari, plus les bassins corses. En fait, quand on a été créé avec la loi sur l'eau de 64, l'idée c'était déjà une idée de décentralisation pour confier aux usagers du bassin la gouvernance de l'eau. Et donc, la base de la gestion de l'eau sur nos territoires, ce sont les comités de bassin et la solidarité de bassin qui se met en place au sein de cet espace de concertation où on peut discuter les conflits d'usage de l'eau. Le deuxième élément fondateur des agences de l'eau, c'est un concept que vous connaissez tous, pollueur-payeur. Quand on dégrade une ressource, on paye une redevance, et c'est les agences de l'eau qui perçoivent cette redevance. Cette redevance, avec un concept associé qui est l'eau paye l'eau, elle va être utilisée pour financer des actions menées sur l'eau, sur nos bassins. Et un des outils qui nous aide à gérer cette action au fil du temps, c'est un outil de planification, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui nous donne les grands objectifs que l'on souhaite poursuivre pour améliorer la qualité de nos rivières. On a travaillé ces dernières années dans un dispositif un peu différent qui est un plan d'adaptation au changement climatique. C'est un outil de réponse au plan eau national que la France a mis en place, qui nous permet de chercher comment on peut agir face au changement climatique sur les ressources en eau le plus rapidement possible, tout en étant efficient avec l'usage de l'argent public. En fait, ce qui nous fait peur, c'est de prendre de mauvaises décisions, de bonnes mais mauvaises décisions. Parce qu'en fait, comment on peut réagir aujourd'hui avec ce qui se passera demain ? Quelles sont les tendances ? Quelles sont les évolutions ? Quels sont les impacts de ces évolutions ? Donc le travail que l'on a fait au sein de nos plans de bassin,
c'est d'identifier des territoires cohérents et de voir sur ces territoires cohérents-là, des sous-ensembles, des sous-bassins, comment on pouvait croiser leur résilience et leur exposition. On a des espaces qui sont peu exposés, mais qui sont très peu résilients et sur lesquels il faut agir en priorité parce qu'on va les perdre tout de suite. Et puis d'autres qui vont être très résilients, mais qui vont être, eux, très exposés et qui justifient aussi qu'on puisse aller piocher dans un panier de solutions, des actions à mettre en place. Et dans les questions qu'on se pose, c'est, quand je parlais de fausses bonnes idées, on a été largement sollicité par l'agriculture de montagne pour la construction de stockage d'eau, de retenues collinaires. Mais est-ce qu'on peut investir de l'argent dans des retenues collinaires quand la pluie n'arrive plus? Est-ce que c'est vraiment une solution à promouvoir? Donc on essaye de trouver de proposer des réponses aux questions qui nous sont posées en utilisant les éléments que les scientifiques nous apportent et puis en écoutant aussi ce que le territoire nous apprend parce que tout est un peu décalé par rapport aux repères que l'on avait. Et donc je vous parle de l'action de l'agence sur le bassin parce que c'est ce qu'on utilise à l'international. Et dans le cadre de l'action internationale, les agences de l'eau sont présentes depuis un peu moins longtemps et depuis en fait 2005 avec la mise en place en France de la loi Oudin-Santini qui a permis aux collectivités locales d'aller chercher dans leur budget au assainissement 1% de ce budget, jusqu'à 1% de ce budget, pour soutenir des programmes de coopération décentralisés sur l'accès à l'eau, à l'assainissement dans les pays en développement. Et cette loi-là, elle a inclus les agences de l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de financer les programmes de coopération décentralisés sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène que nous proposent nos collectivités territoriales. Des financements qui sont importants, puisqu'on peut aller jusqu'à 70% de subventions, donc du montant du projet, qui sont importants, mais qui concernent très souvent des projets dans le monde de la ruralité. On est sur des mini-réseaux d'eau potable, on est sur des latrines, on est sur de la gestion locale de l'eau, parce qu'effectivement, avoir des installations de distribution d'eau, travailler fortement sur tout ce qui peut être fait autour de la maintenance, de la tarification du service de l'eau, pour garantir le fonctionnement durable des équipements, mais ne pas se soucier de la pérennité de la ressource, ça serait une erreur. Donc en fait, tout ce qui peut être fait pour garantir, face au changement climatique, la préservation des ressources, ce sont des sujets qui nous intéressent. Et on essaye, et depuis quelques années, les choses prennent leur essor au sein de ce 1% eau, du fait de la présence des agences. Sur la période de notre 11e programme, entre 2019 et 2024, on a financé 1300 projets déposés par des collectivités locales dans une cinquantaine de pays, et ça représentait environ 100 millions d'euros d'aide apportée par les agences de l'eau, par les 6 agences de l'eau. Donc, quelque chose d'important, cette coopération décentralisée sur l'eau, cette action internationale des collectivités territoriales sur l'eau. Et c'est là qu'on arrive avec notre 12e programme dans des questions qui sont stratégiques, en fait, à se dire, mais est-ce que cette coopération décentralisée sur l'eau que l'on mène, collectivités françaises vers des collectivités du Sud, est-ce que ce n'est pas une véritable chance pour nos propres territoires métropolitains pour pouvoir aller se confronter à des situations de stress hydrique qui ne sont pas celles que l'on a aujourd'hui, mais qui seront peut-être celles que l'on aura demain? Et donc d'utiliser vraiment la coopération décentralisée comme un outil, se redire que quand on parle de coopération durable, d'échange sur la gestion de la ressource, on n'est pas dans une réponse de type action humanitaire, mais on est bien dans un processus de coopération, dans un processus de recherche commune entre partenaires de solutions adaptées à la pérennité de la ressource en eau. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de se poser la question sous cet angle-là. On a la chance en France d'avoir une ingénierie publique de l'eau qui est très forte, qui est très techniquement réactive, qui dispose d'outils vraiment efficaces, mais confronter toute cette compétence-là, tout ce savoir-faire-là à des situations différentes, c'est un moyen pour préparer sa résilience, et je pense que c'est un véritable message à retenir de l'enjeu de l'action internationale des collectivités locales. C'est un enjeu qui prend la tournure de la réciprocité.
question qu'on se pose sur ces échanges. Comment est-ce qu'on peut accepter le message de l'autre, comment on peut apporter sa compétence à un autre, comment on peut partager sa compétence avec un autre. Donc des vrais sujets. Vous avez, madame, aussi souligné un thème qui me semble important dans le cadre de ces réflexions sur l'eau et à l'international, c'est l'impact de la remontée du niveau des mers, avec la quantité de populations qui vivent dans cette zone-là, avec un prélèvement sur la ressource qui est toujours plus fort, avec un niveau de mer qui remonte, donc des aquifères qui se salinisent, donc des ressources en eau qui perdent leur qualité d'eau douce. En fait, il y a vraiment une diversité absolue de sujets à travailler dans le cadre de la coopération pour pouvoir se préparer demain à affronter ces évolutions climatiques et cette évolution de degré de température avec cet impact sur l'eau qui est très fort. Peut-être que... oui, je sais pas. Alors peut-être pour terminer, tout simplement, hein, mais vous posez une question, collectivité dans la salle, collectivité au nord, collectivité au sud, mais sur cette question de réciprocité. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous concevez des programmes dans votre action internationale? Est-ce que vous concevez vos programmes en réciprocité avec vos partenaires? Ça, c'est une question. Il faut se préparer ici à le faire. Il faut se préparer aussi là-bas à le faire. On s'est croisé il n'y a pas longtemps avec Philippe sur ces questions-là à Valence, dans la Drôme, hein, et c'est un sujet intéressant d'évoquer la réciprocité. Moi, j'ai été marqué ces derniers mois par une demande d'aide qui a été formulée par un syndicat d'eau de la région de Valence, justement, qui en fait est en coopération avec la commune de Matam, donc sur les rives du Sénégal, du fleuve Sénégal au Sénégal, et qui en fait, pour son diagnostic eau dans la Drôme, fait appel à des hydrogéologues de Matam, qui eux sont déjà beaucoup plus sensibilisés qu'on ne l'est dans la Drôme au stress hydrique et à la façon dont on détermine la trajectoire prise par les aquifères. Et je trouve que j'ai été épaté par cette proposition parce que je trouve qu'en termes de réciprocité, c'est quelque chose qui me semble important à promouvoir pour l'avenir de nos coopérations. Et ma question, c'est ça, c'est de savoir si dans vos projets d'action internationale, est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous développeriez cette réciprocité-là? Merci beaucoup, Monsieur Touron. Et du coup, on va laisser peut-être quelques minutes justement pour permettre au niveau de la salle s'il y a des rebonds là-dessus, des témoignages, sachant qu'on ne pourra pas laisser trop de temps, ce sera 1 à 2 minutes puisqu'on a encore une intervention après. Mais en rebond à cette question, un partage de témoignages et d'expériences justement de mise en œuvre de réciprocité qui aura marqué votre collectivité, votre coopération. Et sinon, on pourra avoir le temps par la suite, mais ça veut dire que la question reste ouverte. On va partir à la maison avec la question et puis on en reparlera. Oui, c'est ça. On continue. De toute façon, le travail ne s'arrête pas là. Mais très bien. Merci beaucoup, Monsieur Touron. Et ça me permet, vous avez ouvert sur cette question de réciprocité. Il me semble que c'est quelque chose qui sera aussi au cœur des réflexions de Monsieur Jachan. Et je rappelle directeur prospective et stratégie ou stratégie et prospective et relations institutionnelles de l'Agence française de développement. Et il est intéressant de vous avoir, donc on est moins sur l'échelon purement technique de l'AFD aux côtés de la coopération décentralisée, mais plus dans la réflexion stratégique de comment est-ce que l'aide publique au développement, ou maintenant justement, l'investissement solidaire et durable se transforme au vu de la situation, de l'urgence actuelle, au vu de ces nouveaux paramètres, qu'ils soient locaux, internationaux, globaux. Et du coup, ce serait peut-être la question sur laquelle j'ouvre vers votre intervention, sur comment l'AFD pense cette transformation de la coopération internationale et de son rôle en tant que banque publique de développement. Merci beaucoup. D'abord, merci à vous de la proposition de
d'intervention et d'échange avec vous sur ce sujet qui, je pense, est fondamental. Je suis très content d'ailleurs de repartir après l'intervention de Rémi qui a fini sur le sujet de la réciprocité, parce que je vais y revenir, alors peut-être avec des mots différents, mais je pense qu'on a là un sujet majeur aujourd'hui. Alors la question... donc je m'exprime effectivement en tant que directeur de la stratégie et de la prospective à l'AFD. On vient d'adopter un nouveau plan stratégique, j'en dirai quelques mots, mais c'est aussi pour partager avec vous des réflexions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse aboutie. Et c'est à dessein, parce que je pense qu'on a besoin... on est dans une période qui a été ouverte il y a 10 ans déjà, je vais y revenir, mais pour laquelle on n'a pas encore la bonne recette. Donc le sujet... moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame la Présidente à l'ouverture, disant à l'heure du changement climatique, j'ai noté il faut changer la forme de nos partenariats de coopération internationale. Et je pense que cette révolution-là, elle s'est faite en 2015. En fait. Je vais peut-être repartir de ça. Parce qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire l'adoption de l'agenda 2030 des ODD en 2015 et puis l'accord de Paris ont été deux événements marquants et majeurs, je pense, dans l'agenda international du développement, bien sûr, mais aussi dans la transformation des paradigmes de la coopération. Le double changement qu'il y a eu à ce moment-là, c'est d'une part considérer du côté des ODD, la réunion en fait de deux agendas qui avançaient côte à côte jusqu'en 2015, c'est-à-dire l'agenda environnemental, climatique, et l'agenda du développement, qui était beaucoup plus orienté sur les enjeux sociaux et économiques. Et c'est la rencontre des deux, et cette rencontre des deux en 2015, elle provoque un deuxième changement majeur de paradigme, c'est que l'ensemble des Nations Unies qui ont abouti à cet accord à New York en septembre 2015 affirment finalement autre chose. On n'est plus dans un agenda de rattrapage nord-sud historique, qui est celui de l'histoire de la coopération et de la solidarité internationale et de l'aide publique au développement, a fortiori depuis qu'elle a été stabilisée dans son cadre, c'est-à-dire dans les années fin des années 60, et donc d'un modèle qui serait le modèle dominant d'organisation, de production, de société et de modèles et de pays qui doivent s'aligner. On est dans plutôt un agenda de convergence sur ce qui est le plus soutenable possible pour l'ensemble des pays à l'échelle planétaire, avec là aussi un message de co-responsabilité. C'est-à-dire que la trajectoire de chacun des pays concerne tous les pays. C'est des choses extrêmes. Enfin, ça paraît peut-être un peu évident aujourd'hui, encore que, avec les reculs qu'on est en train de vivre, mais c'est majeur, parce que ça transforme les relations internationales, et je vais y revenir aussi. Et ça transforme en principe, en profondeur, mais on n'est pas encore arrivé à ça, la forme de notre coopération. Puisque, par définition, on est sur un agenda commun, avec des différences évidemment de contexte, et des solutions différenciées selon les contextes, mais on a cette responsabilité de trouver les formes de convergence, en tout cas pour permettre la soutenabilité et d'une certaine manière la survie de tout le monde en fait sur la planète. Donc accessoirement, c'est quand même pas un petit sujet. Évidemment, l'agenda climat et ce qui est arrivé en fin 2015 accentue encore ça avec le climat et l'agenda climat lui-même, qui est la pointe de la flèche d'une certaine manière. Mais ce sujet se complète sur l'agenda biodiversité, on n'en a pas parlé, mais c'est la même chose. Et c'est même peut-être encore plus fondamental, puisque on le voit de plus en plus aujourd'hui dans les différentes études, notamment qui sont faites par l'IPBES, c'est probablement l'entrée par la biodiversité a probablement le plus d'effets transformationnels sur l'ensemble des champs du développement durable que celle par le climat. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, et évidemment là aussi, les questions de l'eau, les questions des forêts, ce sont des questions évidemment globales et qui nous concernent. Donc voilà un peu ce point de départ, c'est 2015, je pense, à l'échelle internationale, et on est encore là-dedans. Le deuxième élément,
c'est que la deuxième transformation pour nous, acteurs du développement, qui vient compléter ça, c'est celle de la réalité des pays et de leur développement. C'est-à-dire, si on les prend sous l'angle, effectivement, du développement durable, on n'est plus du tout, on est sorti aujourd'hui d'un monde coupé entre pays riches et pays pauvres. Ça n'est plus ce monde binaire, on va dire, qui était celui de l'après-guerre et sur laquelle s'est construit tout le paradigme du développement. On est dans un monde où on est plutôt autour de 3 grands groupes de pays, des pays à haut revenu qui ont eux-mêmes des enjeux de transition et qui ont une dette climatique, ça a été dit en ouverture, envers les pays les moins avancés. Et il y a un groupe qui est le grand groupe du milieu, qui est une sorte de groupe qui va des pays à revenus intermédiaires jusqu'aux émergents, avec évidemment les poids lourds que sont la Chine, l'Inde, et qui eux aussi sont en train d'avoir une dette climatique envers les autres, qui est tout aussi importante que les pays à haut revenu. Donc là aussi, sujet de co-responsabilité. Et on ne peut plus fonctionner dans les relations internationales avec pays riches d'un côté, pays du G77 de l'autre. On va dire comme les négociations se font aujourd'hui. Je pense qu'on a des outils aujourd'hui qui sont périmés à l'échelle internationale par rapport à l'agenda tel qu'il a été fixé en 2015 et à la réalité aujourd'hui du monde. Et on le sent dans toutes les instances internationales, c'est-à-dire dans tous les cadres de négociation, soit sur le climat ou le financement du développement. On sort à peine du sommet de Séville sur le financement du développement. Cette réalité-là, elle s'impose aujourd'hui. On a, je dirais, trois questions qui sont aujourd'hui en divergence et qu'il va falloir réconcilier. La première, c'est que la mondialisation économique a généré une mondialisation des enjeux, et notamment environnementaux. Donc cette mondialisation des enjeux, elle demeure, elle s'impose à nous tous, même si on a des replis aujourd'hui plutôt vers les souverainetés nationales, vers les intérêts nationaux et une reconfiguration, une fracturation géopolitique. On n'est plus dans le grand consensus de 2015, mais on a quand même cette nécessité de coopérer parce que nous avons une mondialisation des enjeux et des défis. Et puis le troisième élément, c'est qu'on n'a pas le bon cadre. On continue de parler effectivement avec des cadres de financement un peu dépassés et des outils dépassés. Très clairement, c'est l'aide publique au développement dans sa structure historique. Vous avez parlé, est-ce qu'on est dans l'APD, dans l'ISD, j'y reviendrai à la fin, mais c'est clair qu'aujourd'hui, et d'ailleurs l'agenda 2030 le dit, ça n'est pas l'aide publique au développement, c'est la part de solidarité historique des riches aux pauvres, on va dire, pour aller vite. Elle doit demeurer, c'est une part, mais ça n'est pas le cadre adapté pour traiter du reste. Et par ailleurs, ça nous enferme dans une relation qui n'est plus la bonne aujourd'hui si on veut traiter d'enjeux communs et donc rentrer dans des logiques de coopération, de solidarité mutuelle ou d'apprentissage mutuel ou de réciprocité, d'autant plus, voire du sud-nord, puisqu'il y a des champs d'apprentissage aujourd'hui majeurs pour nos propres pays, pour nos propres territoires qui sont déployés par les partenaires. Voilà, et donc mon deuxième, en ayant un peu brossé ce cadre-là, mon message et ma conviction, c'est que les collectivités territoriales, la coopération entre les villes, entre les territoires, c'est la clé, je crois, pour réconcilier ces éléments-là. Parce que c'est évidemment aujourd'hui au niveau des villes que se produit, qui est la plus grosse empreinte, en tout cas en gaz à effet de serre, ce sont les villes. C'est là où les enjeux d'aménagement urbain, de gestion de l'eau, de tout ce qui a été dit, se concentrent aujourd'hui. Et ça a été dit aussi, évidemment, dans un certain nombre de pays du Sud, ils ont de l'avance, en fait, sur les enjeux d'adaptation. Il y a des savoir-faire. Alors c'est dans le champ environnemental, mais c'est vrai aussi dans le champ social, sur le lien social, sur l'aménagement, sur la capacité à recréer du lien social. Il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai expérimenté ça par le passé. Il y a plein de savoir-faire, en fait, qu'on a perdu dans nos sociétés très administrées, qui sont très avancées sur un certain nombre d'aspects, mais qui ont perdu des savoir-faire. Donc on a évidemment énormément de bénéfices, et d'une certaine manière, malheureusement, j'ai envie de dire, le réchauffement qui tape beaucoup plus fortement un certain nombre de régions avec des conséquences humaines très importantes et qui vont s'accroître, on sait qu'il va avoir des similarités, en tout cas ça va arriver. Donc ce temps d'avance
que certains territoires au sud ont sur nous, évidemment, est un atout pour favoriser ces coopérations. Et ça se fait, alors ça se fait beaucoup aujourd'hui au niveau sud-sud, puisque l'Inde, par exemple, a mis en place une plateforme d'échange entre les villes d'Inde et des autres pays du Sud pour échanger des savoir-faire, de la technologie, de la pratique, et ça se développe beaucoup à plein de niveaux. Alors nous, au niveau de l'AFD, ma collègue est ici s'il y a des sujets sur des questions sur les instruments et la FICOL en particulier, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des instruments. Ce que je pense, c'est que nous ne sommes pas aujourd'hui outillés pour travailler sur pour favoriser des volets de coopération nord-sud, sud-nord à l'échelle. Ça n'est pas notre mandat. Et je pense que c'est justement un des sujets qu'il faut qu'on explore. Mais là, on est plus sur une question de prospective. C'est-à-dire, si on veut avoir les bons cadres de coopération adaptés à la réalité aujourd'hui du monde, il faut, c'est notre premier point, sortir, je dirais, du narratif historique de l'aide publique au développement avec son cadre aujourd'hui, qui est extrêmement contraignant et qui n'est plus adapté. Et ça ne veut pas dire mettre par-dessus bord l'action de solidarité, nord-sud historique, mais c'est la reconsidérer par rapport à l'agenda nouveau qui est le nôtre et aux problématiques nouvelles, et y insuffler des volets de solidarité sud-nord également. Et ça, c'est possible, et ça a été dit tout à l'heure, par exemple, l'exemple effectivement de la demande dans la Drôme par rapport au Sénégal, ce sont des choses qu'on a intérêt à valoriser et à intégrer, et donc il faut élargir le mandat. Et ça ne peut pas être que les financements du ministère des Affaires étrangères ou de l'AFD, ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir à des cadres plus interministériels, nous de notre côté, et favoriser ces croisements-là. Et le deuxième élément, donc changement du cadre, oui j'en termine là, du cadre, et c'est aussi dans nos instruments, dans nos approches, dans nos pratiques. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer dans nos propres opérations des volets de capitalisation de savoir au Sud qu'on pourrait, l'AFD, par son déploiement à l'international, peut être un très bon levier et passerelle d'innovation vers le Nord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la demande, évidemment. Donc ça, c'est plutôt du côté des collectivités françaises, ou des entreprises, ou des acteurs dans les territoires français. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que nous puissions réfléchir à des formes de capitalisation? Est-ce qu'il y a un modèle, en fait, économique même de ça, de cette innovation inversée du Sud vers le Nord, et pour favoriser donc ces logiques de passerelle qui aujourd'hui sont très peu financées, en fait, puisque le cloisonnement financier fait que on a du mal à déployer ces innovations-là jusqu'à l'endroit où on le souhaiterait. Voilà, moi j'y vois beaucoup d'intérêt, ce sera mon dernier mot, notamment pour vous, collectivités territoriales, et au moment où l'aide publique au développement ou la solidarité est attaquée dans ce à quoi elle servirait ou pas pour nos propres citoyens, pour notre propre pays. Je pense que investir dans cette capacité à démontrer qu'elle est essentielle d'abord pour notre destinée commune et que par ailleurs il y a beaucoup d'apprentissage à tirer dans nos pays des savoir-faire du Sud, c'est aussi accessoirement un enjeu politique, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Lachan, merci pour ce regard en effet assez large sur les enjeux qui nous animent. Et je trouve ça très intéressant, notamment vu la séquence qu'on vit depuis 2 jours en fait, vu le colloque co-organisé entre Cités Unies France et l'AFD hier. J'aurais envie de dire, et je ne veux pas prendre la parole nécessairement, mais je crois qu'on est un peu pressé par le temps et peut-être ça va être difficile d'ouvrir là une question. Mais ce que je vais me permettre de dire moi, c'est que ce rapprochement entre Cités Unies France et l'AFD, de toute façon le partenariat est déjà préexistant, mais s'il peut aider à nourrir cette réflexion, si on peut en tant que réseau de collectivités territoriales engagé à l'international et engagé sur ces thématiques, participer à nourrir la réflexion, ce sera évidemment avec grand plaisir, avec modestie aussi, mais c'est surtout en mobilisant toute la matière de réflexion des collectivités membres en fait, et c'est l'atout des réseaux justement, donc avec grand plaisir. Si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est une information. On est en train de réfléchir, en tout cas le directeur général a souhaité qu'on y réfléchisse à un exercice de prospective de plus long terme, AFD 2035, AFD 2040, quelque chose comme ça, qui posera probablement les questions de notre fonction, de notre métier. Donc je suis tout à fait très intéressé et preneur, et je pense qu'on viendra vers Cités Unies France, parce qu'il faudra que cette réflexion-là, on l'amène ensemble, évidemment. Voilà. Avec plaisir, ravi.
Je vais, en fait, maintenant qu'on a fait le tour de nos panélistes et vu l'heure qu'il est, en fait, ce que je vais faire, c'est me retourner vers vous, Madame Masson-Delmotte, pour avoir en fait votre ressenti aussi, votre regard en temps. C'est le regard classique en tant que grand témoin. Vous avez posé les bases, vous avez vu un panel de ce que les institutions partenaires, les grandes partenaires des collectivités territoriales mettent en œuvre et la manière dont elles réfléchissent aussi, justement, les questions aujourd'hui pour prévoir demain, et moins le subir peut-être. Et je vous invite du coup à nous partager votre regard là-dessus, votre ressenti, peut-être vos points de vigilance éventuellement pour continuer à nourrir la réflexion, et n'hésitez pas là-dessus à être critique, j'ai envie de dire. Non, voilà, franche. Merci beaucoup. Oui, en fait, moi j'ai beaucoup apprécié la réflexion sur la réciprocité, c'est-à-dire comment on peut apprendre des uns et des autres dans différents contextes, avec des défis, des points de départ, des effets de verrouillage différents, des vulnérabilités, des capacités différentes. Et je pensais notamment à cela sur la question de la construction de trajectoires, de chemins d'adaptation. C'est-à-dire l'enjeu, c'est comment construire les conditions de vivre dans un climat qui change, avec des contraintes sur les moyens, avec des leviers d'action qui vont être s'appuyer sur les écosystèmes, des leviers d'action qui vont être des ouvrages en dur, dans certains cas, des leviers d'action qui vont être sur des approches assez frugales, sobres, et une meilleure organisation sociale, en réalité. C'est ça les vecteurs de la résilience et l'adaptation. Comment on renforce, par exemple, la culture du risque ? On a beaucoup de leçons à apprendre les uns des autres sur ce qui peut fonctionner dans différents contextes. Et je vais terminer par un exemple, pour moi, qui était qui suscite la réflexion. Vous savez qu'à Mayotte, il y a eu des destructions en fait, majeures suite à un cyclone tropical de forte intensité dans un territoire qui est très fragile, avec beaucoup d'habitats informels. Et l'Ordre des architectes a envoyé une mission en urgence pour ne serait-ce que poser un diagnostic, y compris sur les établissements scolaires. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut faire revenir très vite des enfants pour assurer la continuité pédagogique par rapport à un diagnostic ? Et ces architectes, qui ont l'habitude de travailler dans différents contextes, en fait, dans différents territoires et régions du monde, la question qui se posait était la suivante. Est-ce qu'il faut durcir les normes par rapport à la vitesse des vents dans un contexte où on va aller vers des ouragans ou des cyclones tropicaux dont la proportion des plus intenses va augmenter ? Est-ce que c'est ça la réponse ? Est-ce que c'est durcir le cadre réglementaire, mais du coup renchérir le coût des infrastructures, rendre quasi impossible de généraliser des établissements publics ou des constructions privées dans ce cadre ? Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir une approche plus agile, plus légère, en regardant dans différents contextes quelles sont les conditions qui permettent d'assurer la sécurité des personnes, reconstruire très vite avec des matériaux locaux et des solutions qui peuvent être très agiles, ne serait-ce que sur la sécurité au niveau des vitres, pour éviter que les toits s'envolent, des sangles pour fixer les toits. Je prends cet exemple qui est, je trouve, vraiment intéressant. S'appuyer sur des savoirs locaux dans différents contextes. Et je pense que ça illustre vraiment, finalement, le potentiel d'apprentissage partagé pour renforcer la résilience avec les moyens disponibles, tout en réduisant finalement l'utilisation d'énergie, de matériaux, la dimension importante de sobriété qui va être nécessaire. Et je trouve que cet exemple, il est assez frappant. Vous avez également mentionné la question de l'eau. On voit bien qu'à nos latitudes, il y a toute une réflexion sur une augmentation des pluies extrêmes et des sécheresses, des interrogations sur le potentiel lié au stockage de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment central parce que c'est lié à la biodiversité, la production agricole, l'alimentation, l'énergie, la santé, les enjeux climatiques. Et la question est par quel fil conducteur on appréhende la question de l'eau. Et dans certains cas, des solutions qui pourraient apparaître comme pertinentes, déployables rapidement à court terme, ça va être des impasses. Si on utilise tous les moyens, par exemple, pour augmenter le stockage de l'eau, et en cas de 1-2 saisons très sèches, finalement, en fait, on va mettre à mal la trésorerie des exploitations agricoles et on va être le dos au mur. Et là, il y a des retours d'expérience dans tous les contextes, d'approches qui peuvent être un peu plus agiles et plus transformatrices, justement en allant porter une réflexion sur des transformations de pratiques pour diminuer les demandes d'eau tout en répondant aux besoins de base. Et ça passe aussi par des transformations des systèmes alimentaires, production, consommation, bien sûr, des usages,
et d'une manière qui peut être moins coûteuse en termes d'investissement public, mais beaucoup plus durable si on prend toutes les perspectives en compte. Voilà, donc c'était quelques réflexions que j'avais en vous entendant par rapport à cette forme finalement d'apprentissage collectif, où finalement vous êtes, vous, dans les villes, dans les services essentiels des villes, des acteurs clés de transformation, et avec ce rôle important de retour d'expérience. Et d'un point de vue de scientifique, je dirais que pour nous, un point d'attention particulier, c'est l'efficacité des stratégies d'adaptation. Très difficile à mesurer, mais c'est justement les villes, en travaillant ensemble, qui permettent en fait de construire un cadre de réflexion, y compris sur la manière dont on va identifier les vulnérabilités, agir pour les réduire. Et c'est ça en fait la clé d'une adaptation qui va être réussie, c'est la capacité à réduire ces vulnérabilités multiples en fait, en les identifiant, en tenant compte et avec cet enjeu, je trouve, de capacité d'évaluation extérieure indépendante factuelle. Et ce point-là, je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on a beaucoup de discours, de postures, des points de crispation constants, mais s'il y a une capacité à montrer quand vous agissez de manière factuelle les bénéfices de cette action, c'est cela qui sera en fait un vecteur de motivation à poursuivre une action transformatrice dans la durée. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte, pour ces mots de conclusion, de synthèse, d'analyse. On me dit en régie qu'on a un petit peu de temps parce qu'il y a d'autres ateliers qui sont aussi un petit peu en retard. On va du coup viser 40 pour la clôture, et donc peut-être 38 pour le mot de clôture. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut encore profiter aussi de nos panélistes pour des questions, des remarques. Si vous avez des choses au niveau de la salle sur lesquelles rebondir ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à profiter de ce panel d'exception. Ah, parfait, je vois une main levée là-bas. Bonjour à tous, merci déjà pour toutes vos interventions fort enrichissantes. Juste un retour d'expérience et puis une petite remarque par rapport à la question sur la réciprocité. Je suis Céline Girard-Raffin, je suis vice-présidente de l'agglomération de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Nous sommes très engagés aujourd'hui sur un projet, une mission avec Madagascar, que nous avons engagé depuis 2022. Donc nous avons, grâce à nos partenaires et en l'occurrence au réseau régional multi-acteurs Pays de la Loire, nous nous sommes saisis des programmes clés en main à 2 reprises menés par le ministère des Affaires étrangères. Là, nous sommes dans un entre-deux puisque nous avons déposé un dossier FICOL qui, nous l'espérons, en 2026 sera retenu toujours évidemment sur le Madagascar où nous intervenons sur la zone sud-ouest du littoral malgache, donc une zone extrêmement aride et qui subit justement un stress hydrique majeur dans cette zone. Donc nous travaillons là aussi avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans cette phase de transition. Donc sur un programme évidemment apporteur d'eau, donc là on coche absolument tous les dispositifs que vous avez pu chacun de vous évoquer lors de cette table ronde en se saisissant bien sûr du 1% eau en tant que collectivité. Alors ce qui est très important effectivement pour nous, au-delà de nous investir bien évidemment sur cette coopération décentralisée, c'est cette question de la réciprocité sur nos territoires. Le territoire de Saint-Nazaire, c'est un territoire d'eau. Nous sommes cernés par l'océan, par l'estuaire de la Loire, par les marais de Brière, qui sont le 2e marais humide d'Europe. Donc la question de l'eau est absolument fondamentale pour nous. On perçoit déjà les questions d'érosion côtière, de risque de submersion marine, d'inondation par moment, et de stress hydrique déjà sur nos territoires. Donc sur un territoire comme le nôtre, la question de la réciprocité est effectivement très très importante, et en l'occurrence sur la question de la sensibilisation de nos
nos populations sur le territoire. Et dans le cadre de cette mission, déjà dans le cadre des 2 premiers projets clés en main, nous avons d'une part fait venir des services internationaux, des services civiques internationaux pour justement intervenir sur nos territoires. Nous avons eu la chance d'avoir 4 jeunes malgaches qui sont venus intervenir sur notre territoire et en l'occurrence dans les écoles auprès des groupes scolaires élémentaires, des collèges, des lycées. Ils ont fait un travail remarquable. Je fais très très vite, mais voilà un exemple de réciprocité. Nos territoires ont besoin d'embarquer les élus, évidemment, et pas que les élus aux relations internationales, les agents pour qui ça a énormément de sens de s'impliquer dans ce type de projet, mais également les habitants globalement sur l'ensemble du territoire. Et des exemples comme cela nous permettent réellement de parler, de cocher, je dirais, toutes les cases et de parler finalement de nos valeurs. Et je terminerai juste là-dessus, sur un sujet qui pour moi est important, c'est la question de se relier aux autres pour justement avancer tous ensemble. Et j'ai entendu Martin Vanier, qui est géographe, nous parler de cette notion de reliance. La reliance, c'est l'exigence de se relier à nous, aux autres, au monde, là où la fracture, le repli sur soi, c'est le renoncement. Merci beaucoup et navré d'avoir dû vous faire quelques signes. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va devoir libérer la salle très rapidement et du coup je suis navré, mais j'espère qu'après ça on peut continuer les échanges. Mais évidemment je me tourne vers vous pour un micro-mot de clôture extrêmement rapide, Madame la Présidente. Merci, je vais juste être extrêmement rapide, juste non, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, merci à l'ensemble des intervenants pour leur contribution et pour un certain nombre d'entre vous pour votre accompagnement au quotidien du travail des collectivités engagées à l'international. Ce soir, on a entendu parler d'évolution de la posture de l'action internationale à l'heure du changement climatique. On a entendu parler de réciprocité avec une incitation quand même forte de la part de nos intervenants comme de la salle à regarder différemment l'autre, enfin pour le formuler autrement, à considérer ce que l'autre peut nous apporter, et notamment à l'heure où nous devons tous ensemble nous adapter, si je résume ça comme ça. J'ai entendu aussi que les collectivités étaient clés. Ça, voilà, vous ne pouviez pas nous faire plus plaisir, mais du coup, je me permets de rappeler quelques demandes que nous portons, notamment celle d'être intégrés dans les négociations pour les COP, parce qu'actuellement, participer à des COP, c'est un peu faire un tourisme institutionnel d'un modèle qui n'a plus trop lieu d'être, à mon sens. Non, mais en tout cas, pardon, je me permets de parler directement. Donc, en fait, on aime bien venir, mais on aime bien venir en étant utile. Et donc, voilà, c'est une demande que nous portons de longue date. Je vous regarde, mais je sais que ça ne dépend pas de vous. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous remercie parce que vous avez tous en commun confirmé combien le rôle des villes, il n'est pas que ornemental, mais qu'il est la clé, et pas que institutionnellement, je veux dire, que réellement, c'est nous qui sommes en capacité de concilier le constat scientifique, les outils existants et la mise en œuvre concrète telle que constatée et donc potentiellement comprise par nos habitantes et par nos habitants. Et c'est la même chose pour les partenaires avec lesquels nous travaillons dans d'autres pays. Donc, nous sommes la clé. L'une des clés en tout cas de réponse aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Et donc fort de ce message de confiance en notre pouvoir et notre capacité d'agir, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie à nouveau pour votre contribution et à David Pierre pour l'organisation. Merci beaucoup, et juste pour me corriger moi-même, ne libérez pas la salle, la section à venir est ici, et c'est justement la raison pour laquelle nous avions libéré l'estrade. Merci encore à toutes et tous. Oui, merci beaucoup. Je prends le relais, je suis désolée, on enchaîne, mais on a des impératifs horaires. Nous avons donc la plénière de clôture maintenant qui met à l'honneur, vous le savez, la Colombie, et nous avons donc les interventions des 2 ambassadeurs qui sont prévus, qui ont des impératifs horaires. Et puis, si tout va bien, nous devrions accueillir Monsieur le Ministre aussi après la suite de cette plénière de clôture. Donc c'est aussi, bien sûr, pour tenir les timings, que je vous invite à vous installer, à prendre place dans la salle assez rapidement, s'il vous plaît. Merci.